Un rendez-vous avec l'histoire sur la première. Hier et ailleurs, un magazine proposé par Éric Lefebvre. Pendant plus d'un siècle, de la Vénus Hottentote en 1810 à la Seconde Guerre mondiale en 1940, l'industrie de l'exhibition a fasciné plus d'1,5 milliard de visiteurs et exhibé entre 30 et 35 000 figurants dans le monde entier d'expositions coloniales en fêtes foraines. Plus ou moins explicitement, ces exhibitions humaines visaient essentiellement à tracer une frontière et une hiérarchie entre prétendus civilisés et prétendus sauvages. Elles ont ainsi fortement contribué à installer les préjugés et à légitimer le racisme. C'est ce phénomène des zoos humains que s'est attaché à décortiquer l'historien Pascal Blanchard, grand spécialiste du fait colonial et des questions migratoires en France. De passage en Guadeloupe pour la présentation au Memorial Act de l'exposition Zoos humains, l'invention du sauvage, Pascal Blanchard est l'invité de ce nouveau numéro d'Hier et ailleurs. Pascal Blanchard, bonjour. Bonjour. L'exposition Zoos humains, l'invention du sauvage, c'est une exposition que vous aviez montée à l'origine pour le musée du Quai Branly. Exactement, au musée du Quai Branly avec Nanette Stop, qui est une des conservatrices en chef du musée du Quai Branly, et Lilian Thuram, que tout le monde connaît en Guadeloupe, qui n'a pas besoin d'être présenté, mais on connaît moins, je dirais, ses capacités à faire des grandes expositions et d'être un grand président d'une fondation qui est la sienne. Et ensemble, à nous trois, fondation qui a été partenaire de cette exposition et qui est partenaire de l'exposition qui vient d'arriver ici en Guadeloupe, et au Memorial Act. Et c'était l'idée de nos trois regards, d'essayer d'arriver, de raconter ensemble, pour le public, à travers plus de 1400 pièces, ce qu'avait été les zoos humains, et l'impact des zoos humains, cette immense industrie de la mise en scène du sauvage, comment elle s'était petit à petit mise en œuvre dans tout l'Occident, et de montrer surtout au public l'incroyable machine, par les images, qui avait pu, d'une certaine manière, convaincre les gens du 19e, du 18e, du début du 20e siècle que le sauvage existait. Et pour nous, c'était une sorte de... Allez, on ouvrait le cerveau de l'Occident, et on essayait de comprendre image par image comment ça avait pu fonctionner. À partir de quelque chose qui est très complexe à expliquer. Comment les gens sont devenus racistes. Comment les gens ont cru qu'il y avait des races supérieures et des races inférieures. Ça ne s'est pas fait par un claquement de doigts. Alors, vous allez nous expliquer cette mécanique, mais tout d'abord, chronologiquement, je parlais tout à l'heure de la Vénus Hottentote, début du 19e siècle, 1810, jusqu'à 1940, pour ces zoos humains. L'exhibition d'êtres humains, d'hommes et de femmes venus d'ailleurs, exotiques, ça remonte à bien avant. Demandez à Christophe Colomb, il va vous raconter ce qu'il a ramené d'Amérique. En fait, dès qu'on découvre des terres lointaines, dès qu'on découvre de nouveaux pays, l'idée est certes de ramener de la botanique. On a tous en tête ces explorateurs qui, dans leurs bateaux, ramenaient des produits exotiques, enfin dits exotiques, ramenaient des animaux, mais en même temps, ils ramenaient des hommes et des femmes qu'ils rencontraient dans ces pays. Donc la mode est très ancienne. Mais à ce moment-là, ces hommes et ces femmes qui sont ramenés ne sont montrés en fait que dans les grandes cours royales, auprès des grands aristocrates. Dans certains cas, ils faisaient même partie de collections vivantes de roitelets ou d'aristocrates au cœur de l'Europe. Le phénomène avec la Vénus Hottentote change de nature parce qu'on va toucher le grand public. Et qu'on va plus être dans le registre du château fermé. On va passer sur la scène du théâtre, de la taverne, du cirque. Il va y avoir en fait des impresarios, tels qu'on les imagine aujourd'hui, qui vont aller au bout du monde et vont ramener des gens parce qu'ils savent que derrière, il y aura des visiteurs qui un jour paieront un ticket pour venir voir les spécimens qui ramèneront. Il y a plusieurs acteurs qui vont entrer en ligne de compte. Vous évoquiez à l'instant les impresarios. Tout à fait. Il y a cette dimension de spectacle, cette dimension même d'activité économique. Il y a bien sûr le public. Il y a ceux que l'on expose, ces hommes et ces femmes qui vont se retrouver dans ces zoos humains. Et puis il y a les politiques, parce que tout ce processus, il va servir à construire le racisme, servir aussi à légitimer le colonialisme. Oui, parce que d'une certaine manière, on pense aujourd'hui que c'est une évidence que tout le monde a trouvé normal d'aller dans un pays qui n'était pas le sien, d'imposer ses lois, d'exploiter les terres, d'exploiter les gens, de leur donner tous les droits, sauf le droit de vote, bien entendu, et l'égalité, et que tout ça aurait été accepté de facto par tout le monde. Pas du tout. Derrière, il y a eu un mécanisme tout à fait incroyable qui a légitimé l'acte colonial. Un exemple très simple. Quand vous allez au zoo et que vous voyez l'autre exhibé, vous ne le prenez pas à votre égal, vous pensez qu'il est différent. S'il est de l'autre côté de l'enclos, c'est qu'il est quand même un peu plus inférieur que vous, c'est qu'il est différent de vous, c'est qu'il n'est pas encore dans les lumières de la civilisation, c'est qu'il n'est pas encore dans les canons de l'occidentalisation. Il est autre et différent. Il est donc un peu sauvage. Et donc, s'il est un peu sauvage, il faut l'emmener sur les voies de la lumière. C'est typiquement le discours de la colonisation. Et le zoo humain, c'est la preuve vivante
qu'on a bien été voir le sauvage, qu'il existe bien sur ces terres des sauvages et qu'ils ont bien besoin de nos lumières pour un jour arriver à notre égalité. Donc ce discours nous paraît aujourd'hui extrêmement trivial, simpliste. Oui, mais à l'époque, on ne compare pas. On ne voyage pas au bout du monde pour voir que de l'autre côté de la case, l'Africain n'est pas comme ça. On ne sait pas comment sont les gens des îles. On ne connaît pas le géant chinois. On ne sait pas comment sont les aborigènes parce qu'on n'en rencontre pas dans nos rues, on n'en rencontre pas dans nos cafés, dans nos théâtres, en achetant notre baguette de pain le matin. Le Paris du 19e siècle ou le Londres du 19e siècle, non, les étrangers ne courent pas les rues. Et donc, le seul endroit où on voit ceux qui sont au même moment colonisés et, entre guillemets, découverts, ce sont dans les zoos humains. Et là, toute la mise en scène du spectacle, c'est pour créer de la distance, de montrer qu'ils sont différents. Et cette différence, justement, va justifier, plus ou moins en fonction des individus visiteurs, une forme de normalité de la colonisation. On voit bien qu'ils ne sont pas comme nous. On voit bien qu'ils ont besoin de nos lumières. On doit les amener vers la civilisation. Et donc, la colonisation trouve d'un seul coup une légitimité incroyable sur à peu près les 3/5 des populations qui peuplent le reste du monde qui vient d'être découvert. Et il est donc normal d'aller les coloniser parce qu'on leur amène la civilisation. Et tout ça se passe d'une manière bon enfant, au jardin d'acclimatation. On va avec les enfants le week-end jouer au ballon et regarder le sauvage. Et puis il y a un autre acteur qu'on n'a pas évoqué encore, Pascal Blanchard, c'est le scientifique, le savant, qui lui aussi va profiter et va renforcer cette mécanique. Parce qu'on croit aujourd'hui que les savants sont des hommes riches qui ont les moyens de voyager et de partir au bout de la Terre pour faire des études. D'abord, c'est extrêmement rare d'avoir les moyens d'aller au bout de la Terre pour étudier telle ou telle population, telle ou telle botanique ou telle forêt. La plupart des anthropologues, des ethnologues au XIXe siècle ne quittent pas l'Europe. Ils n'en ont pas les moyens. Et d'un seul coup, le spécimen vivant vient à eux. C'est-à-dire que ces zoos humains vont amener aussi des populations que ces savants n'ont jamais pu rencontrer. Ils vont donc se précipiter au jardin, à l'exposition le matin, avant qu'on ouvre les portes pour les visiteurs, pour mesurer des crânes, pour prendre des exemples de cheveux, pour parler avec ces soi-disant sauvages, et pour écrire donc leur traité racialiste, anthropologique ou ethnographique à l'aune de phénomènes, quelque part presque de cirque, comme si ces spécimens étaient représentatifs des populations de là-bas. C'est qu'on a l'impression, effectivement, que cette démarche scientifique, c'est pas une démarche scientifique vers une découverte, à la recherche d'une information, à la recherche de connaissances, mais une démarche scientifique qui sert simplement à accréditer, à soutenir, en quelque sorte. Il y a une sacrée concurrence entre eux. C'est celui qui va trouver le plus sauvage des sauvages, celui qui va trouver le chaînon manquant, celui qui va être capable d'avoir une palette complète pour expliquer l'ordre du monde et de la Terre. Entre eux, ils font en concurrence. Parce qu'à l'époque, il y a une grande presse scientifique, comme La Nature, par exemple, qui publie des articles. Ils sont en concurrence entre eux. Donc chacun veut arriver à démontrer qu'il a trouvé l'être le plus étonnant, le plus sauvage. Donc cette concurrence entre savants, mais aussi cette volonté de démontrer comment l'ordre du monde fonctionne, cette quête vers l'organisation du monde va être incroyablement mise en concurrence entre ces savants. Et c'est celui qui aura le plus de spécimens à quelque part posé sur la table pour démontrer son propre regard sur le monde qui va l'emporter. Aujourd'hui, ça nous paraît être incroyable. Mais c'est comme aujourd'hui à la télévision, quand vous avez plusieurs spécialistes qui viennent s'entretuer pour savoir lequel va avoir raison. Imaginez que c'est la même chose. Et d'un seul coup, on leur amène des centaines de spécimens vivants pour prouver, pour démontrer, voire pour combattre la théorie du voisin. Ils vont donc tous se précipiter, ils vont même se faire concurrence. Dans certains cas, ils vont se battre quand un exhibé meurt pour pouvoir ausculter le corps, le découper comme a fait Cuvier avec la Vénus Hottentote, pour arriver à peut-être trouver dans les entrailles de tel ou tel spécimen le secret qui leur permettra d'écrire tel ou tel traité. Ça nous paraît incroyable aujourd'hui. Mais c'est en fait ces populations exhibées qui ont construit, sans le savoir, les théories racistes, non pas les théories racistes qui ont souvent précédé l'exhibition. Et c'est souvent d'ailleurs une partie du matériel humain ou du mobilier en quelque sorte amené par ces populations, ces hommes et ces femmes qu'on va donc exposer, que l'on retrouve aujourd'hui dans les musées. Oui, parce que quand ils repartaient, ils avaient amené le matériel, alors la case, bien sûr, les animaux, parce qu'il fallait faire exotique, donc on constituait le village à l'identique. Ils venaient aussi avec tous les outils. Quand on pense par exemple aux Caraïbes ou aux Indiens Galibis de Guyane qui sont venus en Europe, et notamment à Paris au jardin d'acclimatation, ils ne sont pas repartis avec tous les éléments qui accompagnaient, en termes d'ustensiles ou d'outils, la mise en scène de ce que devait être un petit village indien sur le bord du Maroni. Pas du tout. Ils laissaient les éléments, et ces éléments rentraient dans les musées d'époque, au Trocadéro, au musée de l'Homme, et dans d'autres. Et c'est ces objets-là qui sont les premiers, bien souvent, à côté des objets des explorateurs, qui
qui se sont mélangés dans les collections, qui font aujourd'hui la richesse des musées, notamment en Occident. Si vous allez au musée de Rouen, par exemple, au Muséum de Rouen, vous retrouvez un nombre de pièces incroyables de l'exposition de 1896, qui a été un immense village noir avec 250 figurants. Et en fait, personne ne se questionne sur comment ils sont arrivés là. D'où venaient-ils ? Il n'y a que peu d'années qu'on commence à comprendre que beaucoup d'objets qui sont dans nos musées n'ont été en fait que des objets amenés par ces humains, voire des artefacts fabriqués pour juste impressionner le visiteur. Et même dans certains cas, ce qui est encore plus incroyable, c'est que parmi les premières créations qui ont été faites, je dirais, de ce qu'on appelle l'art primitif, pour être vendu à du public blanc, eh ben, ce sont dans ces expositions-là que ces dessins, ces objets, étaient soit fabriqués devant le visiteur, ou dessinés devant le visiteur, achetés par le visiteur, et en fait composent les premiers éléments de ce qu'on appelle aujourd'hui les arts nègres. Pascal Blanchard, vous avez utilisé un terme tout à l'heure, celui de mise en scène. Ces zoos humains, ces exhibitions humaines, ces expositions coloniales, ce n'est que ça finalement. C'est de la mise en scène, c'est de l'image. On vend aux populations européennes, occidentales, pour faire plus simple, l'image qu'elles attendent finalement de ce sauvage. D'où l'intitulé de cette exposition, l'invention du sauvage. Exactement. Ça me rappelle un jour une personne dans une conférence qui avait écouté la conférence et avait été extrêmement déçue quand j'avais dit que la plupart d'entre eux avaient des contrats à été payés. Elle m'a dit mais c'est pas possible, c'est une histoire incroyable d'exploitation. Je dis oui madame, c'est une histoire incroyable d'exploitation, mais le sauvage n'existe pas, calmez-vous, il n'existe pas. Ça n'existe pas un sauvage. Personne joue au sauvage naturellement 8 heures par jour, 350 jours par an, ça n'existe pas. Donc la meilleure manière qu'un sauvage joue bien au sauvage et que tout le monde croit que c'est un sauvage, c'est de prendre un acteur et lui demander de jouer au sauvage. C'est l'invention du cinéma avant que la caméra. On a ça en France, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, partout en Europe. Tout à fait. Il y a ça aux États-Unis également. Barnum, Buffalo Bill, rappelons-nous, les Indiens qui, après avoir été défaits par Custer, se retrouvent exhibés par Buffalo Bill dans toute l'Europe. Tout à fait. Et il y a même ça au Japon. Et oui, le Japon, je vous rappelle, a été la 3e plus grande puissance coloniale au monde. Le Japon a colonisé Formose, a colonisé la Corée, puis va coloniser la Mandchourie et va occuper pratiquement tout ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud-Est Asie. Et que font les Japonais avant de coloniser la Corée ? Ils exhibent des Coréens. Et qu'est-ce qu'ils disent de ces Coréens ? Ils sont cannibales. Raison de plus pour aller les coloniser. Ils ont des Aïnous, c'est-à-dire les populations du nord du Japon, qui sont les sortes d'Indiens intérieurs du Japon. Eh bien, on va exhiber les Aïnous dans les villages au Japon, comme on les envoie d'ailleurs à l'extérieur pour les montrer dans le monde entier, pour démontrer quoi ? Qu'ils ne sont pas capables d'être comme les Japonais, donc ils n'auront jamais le droit de vote. C'est-à-dire que les Japonais vont fonctionner comme s'ils étaient une race supérieure, comme les autres. Ils vont même exhiber des Blancs à Osaka en 1903, en disant, vous voyez, si on a le pouvoir d'exhiber un Blanc, c'est qu'on est supérieur aux Blancs. La fierté nationale. C'est aussi ça le zoo humain. Ça fabrique certes le sauvage dans un monde totalement inventé, mais ça fabrique aussi le visiteur, qui en venant se rassure sur son identité. Mais qui je suis ? Je ne suis pas un sauvage, je ne vis pas à moitié nu, je ne vis pas au milieu des animaux, je suis un civilisé. C'est aussi ça, cette barrière invisible qui sépare eux et nous, le visiteur et le visité. Le zoo humain s'inscrit au moment où les États-nations se construisent. En Europe, en Amérique, mais aussi en Asie. C'est le moment où on cherche à bâtir des identités nationales. Les Suisses seront tellement fous de leur identité nationale qu'ils feront un village suisse en 1896 à côté du village sénégalais pour dire aux Suisses, regardez ce que vous êtes. C'est ça être Suisse. Il y a aussi dans ces expositions, Pascal Blanchard, des villages antillais. Il y a un pavillon de Guadeloupe, un pavillon de Martinique, où des fois c'est réuni. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on montre dans ces villages ? À ce moment-là, les expos coloniales, c'est quoi ? Pour juste l'imaginer, c'est comme une immense foire dans laquelle chaque pavillon doit symboliser un territoire de l'Empire. Alors vous avez l'Algérie, le Maroc, l'Indochine avec le temple d'Angkor qui symbolise le Cambodge, vous avez le Sénégal qui va montrer ses arachides avec un village lacustre, et puis il reste les vieilles colonies. Alors bien sûr la Nouvelle-Calédonie n'a pas de chance dans ce tirage au sort, c'est classer les Kanaks systématiquement, donc cannibales bien entendu, parce qu'il faut montrer qu'il reste des sauvages dans l'Empire, puisqu'on doit continuer à civiliser les autres. Regardons d'où on vient tous. Donc les Kanaks ont toujours la plus mauvaise part du gâteau. Il y a les populations guyanaises qui sont très souvent représentées à travers les populations amérindiennes, ce qui fait le particularisme du territoire amazonien et de la Guyane. Et puis il reste les Antilles. Alors les Antilles, soit elles se montrent séparées, Martinique d'un côté, Guadeloupe de l'autre, soit fusionnées. Et d'une manière assez systématique, c'est le folklore qui l'emporte. Il va y avoir bien sûr un peu la rumerie reconstituée, il va y avoir que des femmes en termes de figuration. Alors ça c'est intéressant. Bien sûr, pas d'hommes. Pour ainsi dire que des femmes. Ah, pratiquement que des femmes à chaque fois. Et vous le regardez depuis 1869, l'Expo de 78 universelle, 1889, l'Expo universelle de 1900, l'Expo coloniale de 1907, Marseille 1906, Marseille 1922. À chaque fois, des femmes pour les pavillons. C'est la gentille doudou, en madras, qui offre un verre de rhum
aux visiteurs et qui a l'accent très sympathique. La seule fois on verra commencer à apparaître des hommes, parce qu'il faut quand même la musique dans cette ambiance-là, c'est quand Stelio emportera le concours pour symboliser au pavillon de la Guadeloupe en 1931 la Guadeloupe dans toute sa splendeur musicale. Stelio, la star de la Béguine, je vous le rappelle, est de la musique d'ici. Et c'est à l'Expo coloniale qu'il rencontre son premier grand succès international. Ce que vous nous dites là du pavillon de Martinique ou de Guadeloupe, ça ressemble un petit peu à la description aujourd'hui du stand des Antilles à la Foire de Paris ou au Salon de l'Agriculture. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est fou. Ah, on est bien d'accord, c'est bien vous qui l'avez dit, pas moi, je n'ai rien dit. Pascal Blanchard, les 1,5 milliard d'Occidentaux qui vont, pendant un peu plus d'un siècle, un siècle et demi pratiquement, visiter ces expositions, ces zoos humains, ils vont en être profondément marqués, façonnés. Exactement, c'est un peu, pour arriver à le comprendre, ce qu'a été le western pour les Américains. Ça a fabriqué leur imaginaire de conquête, ce qui fait aujourd'hui les Américains d'aujourd'hui. C'est le western qui est leur identité, on va dire. Et bien nous, les zoos humains en Occident, c'est toute notre dialectique au monde, l'identité coloniale, la manière de regarder le reste du monde, la manière de penser que l'Europe est supérieure aux autres, la manière de penser qu'on amène la civilisation à ses populations, la manière aussi de se sentir puissant. Quand vous pouvez exhiber l'autre, c'est que vous avez le total pouvoir. Ça a fabriqué, sans le savoir, un rapport à la fois raciste, bon enfant, supérieur, méprisant, un regard sur le monde qui a totalement perverti la capacité qu'on avait de découvrir l'autre. Vous ne pouvez pas découvrir l'autre quand vous avez commencé à le voir aux zoo. On n'a pas, par exemple, exhibé en France des Italiens, des Espagnols. Pas du tout. Mais on a exhibé des Noirs et des Arabes. Vous comprenez bien que 70 ans après, quand ils viennent pour immigrer, par exemple, c'est pas le même rapport à l'identité que vous avez. Parce que dans votre inconscient collectif, ce que vous ont transmis vos pères, vos grands-pères, vos grands-mères, c'est le souvenir d'avoir été voir le nègre en exhibition. Et ça vous fabrique un regard sur le monde très particulier. Parce que quelque part, vous vous dites que derrière tout ça, même si vous n'y croyez pas totalement, il y a quand même quelque chose derrière ce sauvage. Il y a quand même quelque chose derrière cet être bizarre. Il y a quand même quelque chose dans celui que j'ai été voir aux zoo. Et bien ça vous reste. Ça s'appelle une culture coloniale. Et ça reste parce que, je redis le chiffre, 1,5 milliard de personnes. Un des phénomènes de masse massif au 19e et au début du 20e siècle. Et on peut considérer que dans toutes les familles, il y a forcément un aïeul qui a sans doute visité un de ces zoos humains. Oui, et on le sait à travers une chose essentielle, les cartes postales diffusées à l'époque. C'est incroyable à dire, mais là on parle de centaines de millions de cartes postales achetées, écrites au dos. J'ai vu le sauvage. Oh Robert, tu aurais dû être avec nous. Tu aurais bien eu peur toi aussi avec ses dents élimées. Les cartes postales qui étaient achetées dans les zoos exactement. humains. On achetait cartes dont postales. certaines étaient faites d'ailleurs par les... Exactement, en dessin. Alors on l'achetait. On avait acheté, imaginez l'ambiance, on avait acheté au sauvage une carte postale qu'il avait dessinée. Et des fois il avait même écrit son nom dessus. Incroyable, il savait même lire le sauvage. Et on l'envoyait au grand-oncle en disant... J'ai vu les sauvages, ou j'ai vu les cannibales. Oh, tu les aurais vus, comment ils sont impressionnants. Ou des fois, on faisait des petits commentaires un peu grivois. On a même vu la pointe de ses seins quand les jeunes filles étaient dénudées. Alors c'est intéressant ce que vous dites. On évoquait tout à l'heure ces femmes qui étaient omniprésentes et presque seules sur les pavillons des Antilles. Les femmes, le corps des femmes... et des hommes aussi. Et des hommes aussi. N'oubliez pas que c'est une époque où on commence à découvrir les corps musclés, ce qui n'est pas du tout le modèle occidental. Donc les femmes sont autant grivoises en allant voir ces hommes, ces beaux hommes, qui étaient exhibés, que les hommes en allant voir ces jolies femmes qui étaient exhibées. C'est ça, cette dimension érotique, sexuelle. Il y a une totale dimension érotique et sexuelle dans les exhibitions humaines. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça fonctionne. C'est qu'on va à la fois voir du nu, on va voir de l'étrange, on va voir de l'exotisme, on va voyager. Le slogan de l'Expo coloniale le 31, c'est le tour du monde en un jour. Donc on va se rincer l'œil aussi. Et pour le bourgeois en 1900, aller se rincer l'œil dans les rues, vous n'avez pas de femmes qui se promènent nues. Sauf qu'à l'Expo coloniale, c'est possible. Donc vous avez tout ça qui d'un seul coup se met en branle. Ça va autant fasciner les artistes. Picasso sortira troublé de l'Expo 1906 au Grand Palais, achètera une carte postale de Fortier où on voit des femmes Wolof portées en for sur la tête et dessinera les demoiselles d'Avignon. C'est comme ça que les surréalistes seront fascinés par l'art nègre. Ils auront acheté leurs premiers objets à l'Expo de 1907 à Paris, au Jardin de Nogent. C'est comme ça que va naître aussi un rapport au monde. Ce qu'amènent les zoos humains, c'est ce que l'homme n'était pas capable de faire, c'était de transporter l'Occident vers l'ailleurs. L'ailleurs vient à l'Occident à travers ces zoos humains, totalement pervertis, fabriqués et faux, mais c'est quand même un ailleurs qui arrive. Et il perturbe totalement le regard. Il perturbe totalement les croyances. Il fait regarder le monde autrement. Je disais tout à l'heure dans la conférence, une chose qui est importante, si on avait interrogé un Français ou un Anglais de la rue en 1800, on lui aurait demandé comment fonctionne le monde. Il vous aurait parlé de riches et de pauvres, d'aristocrates et de gueux, de bourgeois et de petits peuples. Il vous aurait parlé de classe sociale à ce moment-là. Si vous avez interrogé les mêmes personnes un siècle plus tard,
il vous aurait parlé d'un ordre du monde où il y a les blancs et il y a les autres, des races supérieures, des races inférieures. Il s'est passé quelque chose d'incroyable entre les deux. Le monde est venu à l'Occident. Et c'était un monde totalement préfabriqué. Et finalement, on dit ça a duré longtemps, 1810 à 1940, mais quand on regarde bien l'histoire, à l'échelle historique, c'est une période d'un peu plus d'un siècle, qui n'est pas si longue que ça, mais qui va véritablement façonner une culture, une façon de voir, façonner des esprits. Parce que c'est le temps où la communication est en train de naître. C'est le temps où va être inventée la photo. C'est le temps où on invente l'affiche. C'est le temps où on invente la carte postale. C'est le temps où le cinéma va naître, 1896. 12e film tourné par les Frères Lumière, au Jardin d'acclimatation de Paris, à filmer la baignade de nègres. C'est le temps où on explose en termes d'événementiel avec les expositions universelles et coloniales. C'est le temps où la communication grand public prend naissance. Ça veut dire que vous avez la rencontre à la fois de la naissance de l'image et la naissance du spectacle ethnique. Et les deux se rencontrent. D'ailleurs, comment on vient au Village Noir? Comment on vient à l'exhibition ethnographique? Parce qu'il y a les affiches qui vous en parlent. Qu'est-ce qu'on prend en partant? La carte postale ou le dessin? Qu'est-ce qui fait qu'on ouvre son journal? C'est qu'en première de couverture, on dessine les sauvages dans l'acclimatation et ça fascine le bourgeois. Le temps de la communication est en train de naître. Et il naît avec quoi? Avec ces mondes de l'ailleurs. Car qu'est-ce qui nous surprend aujourd'hui dans une image? Ce qu'on ne connaît pas. Si on vous reproduisait en image que vous connaissez déjà, vous n'achetez pas cette image, vous n'achetez pas le spectacle. Aujourd'hui encore, on fonctionne pareil. Si vous allez voir un film, c'est parce que l'affiche vous a plu. Eh bien, c'était pareil à l'époque. C'est quoi un zoo humain? C'est un plateau de cinéma avec son décorum, les animaux, toute la reconstitution, les figurants, sans la caméra. On invente le plateau de cinéma avant d'inventer le cinéma. Et on va, quelques années plus tard, inventer le cinéma. Et c'est ce même cinéma qui, finalement, va tuer les zoo humains. Bah oui, les zoo humains, à un moment, ça devient banal. Quand vous avez rencontré votre ami sénégalais dans les tranchées de 14, quand vous avez croisé un groupe de bigging au Balnec de la rue Blomet, quand vous commencez à avoir des travailleurs vietnamiens qui rentrent chez Renault, quand vous avez 150 000 travailleurs algériens qui travaillent dans les usines à Michelin et ailleurs en France, aller voir l'arabe ou le noir au zoo n'a plus aucun intérêt. Par contre, le cinéma, il vous vend du Tarzan. Il vous vend au pays des mangeurs d'hommes. Il amène une dimension incroyable. Et puis c'est King Kong. C'est d'un seul coup des films qui vont totalement bouleverser les codes, tout en reprenant les codes des zoos humains. Parce que dans les films de Tarzan, c'est toujours les mêmes qui portent les caisses et le héros est toujours blanc. Vous parlez de codes. Ces codes-là, on a l'impression qu'ils ont été inventés à ce moment-là, pratiquement, oui. Et qu'ils sont en place dans les imaginaires. Bien sûr. Pas seulement dans les imaginaires, depuis, de manière quasi permanente, parce que vous le signaliez, Pascal Blanchard, ce sont les mêmes codes qu'on va réutiliser dans le western, dans les Tarzans, dans le cinéma, et même encore aujourd'hui, en 2016, dans de nombreux programmes de télé. Tout simplement que quand on organise aujourd'hui un Loft Story ou un reality show ou une débilité comme les ch'tis, je ne sais pas sur quelle île. Ou Voyage en terre inconnue. Voilà, ben, qu'est-ce qu'on fait? On utilise les mêmes codes. On met des gens ensemble, dans un tout le monde sait qu'ils sont rémunérés, mais on l'oublie au bout de 3 minutes, surtout les adolescents, quand on regarde ces débilités. On sait qu'ils sont pourtant payés pour jouer aux débiles, mais c'est une caméra qui les regarde dans un espace clos et on les fait vivre ensemble. C'est un zoo humain. C'est les mêmes codes. Ça fonctionne toujours pareil. Et nos gamins fabriquent leur identité en regardant ces débilités-là, parce qu'ils pensent qu'elle est comme ça, lui, il est comme ça, comment moi je me comporterais. Ils fabriquent leur identité d'ado en regardant ça. Et en se distrayant. Il faut être exactement comme nos arrière-grands-parents qui allaient au Village Noir pour se rassurer sur eux-mêmes et construire leur identité. On ne change pas les codes quand ils fonctionnent. Pascal Blanchard, on l'a dit, ils vont disparaître à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qui, pendant ces pratiquement 150 ans, qu'est-ce qu'on en dit à l'époque de ces zoos humains? Est-ce qu'il y a des critiques? Est-ce que ceux qui sont exposés, ces hommes, ces femmes qu'on évoquait, est-ce qu'ils se rebellent? Est-ce qu'ils protestent? Très peu de protestations au début parce qu'il y a un encadrement tel pour les premières troupes qui sont captées qu'ils ont très peu le loisir. La manière de protester, c'est de refuser d'être en spectacle. C'est de refuser d'aller sur scène. C'est d'être amorphe sur scène. D'ailleurs, beaucoup vont mourir de froid parce que quand vous exhibez quelqu'un à moitié nu dans un pays occidental, 1, il n'est pas habitué au froid et 2, aux maladies. Les Fugiens, par exemple, vont être totalement décimés quand ils vont arriver en 1892 en Europe. Les Galibis, la moitié mourront en arrivant au Jardin d'acclimatation de Paris, et seront d'ailleurs découpés en rondelles dans les hôpitaux environnants ou au muséum. Donc il faut se rendre compte qu'au départ, c'est la manière de se rebeller, c'est de ne pas accepter en fait de jouer le jeu du sauvage. Mais après, comme ils sont rémunérés, ils ne se rebellent plus. Au pire, ils font grève une fois comme en 1896 à Genève, parce que l'impresario veut leur faire 7 représentations par jour, et eux, ils sont payés pour 6. Donc ils font grève pendant 3 semaines. On rentre dans une logique capitaliste. C'est tu me payes, je fais, tu me payes mieux, je fais mieux, tu me payes moins bien, je fais moins bien. Par contre, la critique, après, c'est celle de l'ère du temps.
les premières critiques qu'on entend, c'est celles des missionnaires, qui trouvent inacceptable d'un côté de professer l'amour du Christ et de voir des chrétiens exhibés. On va avoir comme ça quelques critiques au XIXe siècle qui vont commencer à émerger, qui vont vraiment trouver scandaleux que le pygmée au Tabanga soit exhibé de telle manière à l'expo de Saint-Louis. Et puis, on va commencer à avoir quelques intellectuels qui vont commencer à dire « mais ce que vous faites en parlant de civilisation est un scandale », comme Léon Vert qui parlera des nègres clowns. On va voir comme ça quelques intellectuels qui, au début du XXe siècle, vont commencer à dénoncer la mascarade. Et quelques savants aussi qui vont dire « mais vous nous mentez ». Ce ne sont pas des bons spécimens. Les Togolais dont vous me parlez, en réalité, ils viennent de Côte d'Ivoire. Vous mentez aux visiteurs. Donc tout ça se met en branle petit à petit. Mais les vraies grandes critiques, celles qui vont toucher du doigt le côté inacceptable pour des sociétés dites civilisées, il faut attendre les années 20 et 30. Où là, on va commencer à avoir des Antillais en France, comme Paulette Nardal, qui va dénoncer l'exhibition en 1930 des négresses à plateau au jardin d'acclimatation, de voir des intellectuels noirs qui viennent des West Indies, par exemple, commencer à dénoncer la manière dont on montre les noirs dans les grandes expositions comme Wembley en 1924-1925 ou l'exposition de Glasgow. Et puis on va commencer à voir, ce qui va peut-être vous sidérer, les nazis interdire les zoos humains en 1933, en considérant que c'est dangereux que des blancs approchent des noirs. Vous voyez que les critiques sont extrêmement surprenantes. Et en Allemagne, ce sont les nazis qui interdisent les zoos humains, en considérant qu'il peut y avoir un danger à faire que les races se rencontrent. Comme quoi, il faut toujours être vigilant pour ceux qui soutiennent les systèmes, comme pour ceux qui veulent les arrêter ou les critiquer. L'un des arguments, Pascal Blanchard, c'était justement voir pour savoir. Pour savoir. Et croire. Et on croit ce qu'on voit. Hein. Je vous rappelle que c'est l'essence même de la communication. Quand on a vu quelque chose, on pense que ça existe. Et là, on a un rapport qui est normal, qui est presque analytique. Si on n'a pas vu, on doute. Si on a vu, on ne doute plus. Donc on part de ça. Mais ce qu'on voit est faux. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce qu'ont compris les gens de l'époque, c'est qu'ils montrent du faux et on prend cette fiction, cette image pour du réel. Et aujourd'hui, les gens ne jugent pas le réel. Ils jugent encore cette fiction. Ils ont encore l'idée de ce qu'on leur a raconté sur le sauvage ou sur ce que serait un sauvage. D'ailleurs, si vous demandez à un enfant de 5-6 ans de dessiner un sauvage, il va vous dessiner un homme à moitié nu avec des plumes. Pascal Blanchard, vous travaillez, vous, sur cette question depuis déjà de longues années. Je dis vous, je pourrais presque dire tu, parce que vous n'êtes pas si nombreux que ça. C'est vrai, on n'était pas très nombreux, mais il y a la jeune génération aujourd'hui, et c'est très nouveau, on voit arriver des sujets en thèse, en master, dans des facs dans toute l'Europe, aux États-Unis, en Afrique. Ce qui est une grande révolution qui commence à s'intéresser à ça. On va dire que c'est la génération d'aujourd'hui, qui a 22, 23, 24 ans, commence à poser ces sujets-là comme des sujets de recherche. Comment expliquer que pendant aussi longtemps, on ait fait l'impasse sur un phénomène, on le rappelle, de masse, véritablement? Je pense que ça ne faisait ni partie de l'histoire coloniale, ni vraiment de partie de l'histoire de la culture en France, comme en Allemagne ou en Angleterre. C'était un sujet qui était périphérique de tout et en même temps qui était un peu du mépris parce ça parlait de cirque, de spectacle. On ne comprenait pas trop où ça voulait aller. Donc, c'est à la fois tombé dans l'oubli par inintérêt, par sujet un peu marginal, par non-spécialisation de la chose. Vous savez, les universités, c'est un peu comme les médias. Si vous ne correspondez pas à une case, vous ne faites pas grand-chose. Vous parlez des os humains, vous le mettez où, vous, les os humains? Nulle part. Parce que ça parle de tout. Ça parle d'identité, d'histoire contemporaine, ça parle du spectacle, ça parle de la racialisation, ça parle de la science, de l'anthropologie, de l'ethnographie. Ça parle de tous les sujets. Donc personne n'a su le prendre, donc on l'a oublié. Et ce sont les artistes qui, à partir des années 70-80, vont commencer à faire ressortir ces sujets-là, qui vont commencer à le médiatiser. Des articles que vont apparaître à un moment, des films vont commencer à sortir, le roman Cannibale de Deninx va faire un succès. Et vous vous rendez compte que les artistes, fascinés par cette histoire, parce qu'ils viennent du même monde, ils se rendent compte de la PAC. Vous avez vu qu'il y a quelques jours, c'est Beyoncé qui a dit qu'elle venait d'acheter les droits de l'histoire de la Vénus autantote pour les jouer au cinéma. Beyoncé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les artistes ont compris, peut-être avant les intellectuels et les universitaires, qu'il y avait là un sujet qui était dans l'essence même du regard. Et nous, les chercheurs, on a mis beaucoup de temps à comprendre ce qu'on voyait. Parce que c'était complexe. Le premier colloque qu'on a fait en 2001, on réunit 50 personnes, on est à Marseille, personne n'est d'accord sur ce qu'on montre comme document. Chacun travaille un petit peu dans son coin. On avait du mal à formaliser ce qu'on avait. Parce que aussi, c'est tellement complexe. C'est une telle machine. Au départ, on m'aurait dit qu'il y avait eu 1,5 milliard de visiteurs, mais je vous aurais rayonné. On m'aurait raconté qu'il y avait plus de 30 à 40 000 exhibés, mais j'aurais dit, mais de quoi vous me parlez? Et j'aurais eu une telle liste de villes où ces exhibitions ont lieu que je n'aurais même pas cru qu'un jour ça aurait été possible de le voir. Le phénomène est tellement massif qu'on commence à peine à voir la partie émergée de l'iceberg. C'est un phénomène qui a touché la moindre petite ville, qui a touché le moindre petit habitant de province. J'arrive à trouver des villes au milieu du Cantal, des Vosges où des expositions ont eu lieu,
Donc, même des gens perdus au fin fond du Cantal ont vu leur premier noir un moment dans ce genre de village. Et l'histoire a dû se raconter génération après génération. Et aujourd'hui, Pascal Blanchard, c'est votre exposition qui va jusqu'au fond des petits villages. Exactement. Pour déconstruire. Décoloniser nos imaginaires. C'est le mot qu'on a choisi avec Lilian Thuram quand on parle de cette exposition-là. On essaye de décoloniser nos imaginaires. Parce que c'est ça aussi que ces images ont fait, ces zoïmes ont fait. Ils ont colonisé notre manière de regarder le monde. Alors si on a à un moment commencé à décoloniser les histoires impériales, qu'on a commencé à décoloniser les pays, qu'on commence après à décoloniser les économies, on n'a même pas commencé à se poser la question, mais est-ce qu'un jour il ne faudra pas décoloniser nos imaginaires? Ça sert à ça aussi l'exposition Zoïme, à commencer à mettre la première pierre de cette décolonisation. Pascal Blanchard, merci d'être venu commencer à faire ce travail ici sur Guadeloupe Première et dans ce numéro d'hier et ailleurs, réalisé ici au Mémorial Act par Patrick Bébel, mise en musique par Vincent Bourdet, une émission que vous pourrez retrouver sur le site internet Guadeloupe La Première et commenter sur la page Facebook. Merci encore. Merci à vous. Hier et ailleurs, un magazine proposé par Éric Lefebvre.